Donc, nous avons toujours 3 exposés. Je passe tout de suite la parole à Philippe Boyer et nous aurons une discussion après chacun des exposés. Voilà. Bien, merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, merci de m'accueillir pour cette présentation, qui sera peut-être un peu rapide, mais le genre l'exige, de l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Bon, je vais être le seul à en parler, même si, en fait, les contributeurs de ce dispositif sont très nombreux. Il y en a certains dans la salle. Pierre-Henri Texier, qui a longtemps animé un groupe de travail dans le cadre de ce dispositif. Amandine Hourt aussi, qui est ma collaboratrice à France-Agrimaire sur ces sujets, plus bien d'autres à France-Agrimaire, à l'INSEE, au service de statistique du ministère, dans les instituts techniques et dans les fédérations professionnelles de l'industrie ou du commerce. Je vais vous présenter rapidement dans quel contexte ce dispositif a été créé, puisque ça permet finalement de le définir. Parler du contexte, c'est aussi définir le dispositif lui-même. Ces courbes d'évolution des prix résument un petit peu le contexte économique dans lequel cet observatoire a vu le jour. En 2008, donc le contexte est à la hausse des prix des matières premières. On rentre dans une phase haussière de la volatilité des prix des matières premières. Dans le même temps, la LME, la loi de modernisation de l'économie, se met en place. C'est une loi, comme vous le savez, qui est favorable à plus de concurrence. Elle est présentée comme la loi du pouvoir d'achat. Elle est favorable à la grande distribution. Certains milieux agroalimentaires disent même que c'est la loi Michel-Édouard, du prénom d'un célèbre représentant de la grande distribution. Toujours dans le même cadre, le ministère de l'économie met en place à l'époque un observatoire des prix et des marges qui est tourné vers l'information du consommateur dans une phase où on constate une hausse des prix alimentaires, dans une phase aussi donc, où la loi LME se veut être une loi favorable aux consommateurs. Donc le ministère de l'économie et des finances met en place un dispositif d'information, pas vraiment grand public, mais plutôt destiné aux corps intermédiaires et notamment aux associations de consommateurs, qui essayent de défendre et d'illustrer finalement la politique économique de l'époque face à la hausse des prix des matières premières et ses conséquences sur les prix à la consommation, et face donc dans le cadre donc de la mise en place de la LME. Donc jusqu'à cette époque-là, donc on est dans une problématique qui concerne assez peu politiquement le ministère de l'Agriculture. Les prix agricoles sont plutôt à la hausse et l'agriculture est peu concernée par ce premier dispositif politique d'observation des prix dans les chaînes de valeur depuis la production, depuis les matières premières jusqu'au prix de détail. Les choses se retournent en 2009, comme vous le voyez sur la deuxième partie des évolutions. On rentre dans une phase baissière des prix agricoles avec 2 crises importantes, notamment sur le lait et sur la viande bovine. Alors le ministère de l'Agriculture, à l'époque, Michel Barnier, donc réactive un dispositif qui existait déjà sous forme réglementaire dans le Code rural, qui s'appelait l'Observatoire des prix et des marges dans l'agroalimentaire, qui avait été mis en place en 2001 dans le cadre de la deuxième crise ESB. Et ce premier observatoire fonctionne de manière un peu informelle jusqu'à la LMA, la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qui, parmi ses nombreux articles, ce n'est pas le plus important, mais c'en est un, la LMA donc consacre de manière législative l'existence d'un dispositif d'observation de la formation des prix et des marges dans les chaînes alimentaires. Alors, les objectifs, les moyens et les instances de ce dispositif, c'est les suivants. Donc on peut les lire dans l'article de loi qui instaure donc ce dispositif, dans la LMAP. L'objectif, c'est d'informer les acteurs et les pouvoirs publics sur la formation des prix. Bon, c'est un peu tautologique par rapport à l'intitulé du dispositif. Donc, informer les acteurs et les pouvoirs publics. Enfin, les acteurs, c'est quand même important, puisque c'est tourné vers l'ensemble des professionnels, ainsi que les consommateurs, concernés par les prix alimentaires. Donc, depuis les coûts de production agricole, donc, on nous demande assez explicitement de développer des approches de coûts de production agricole, jusqu'au prix au détail, en passant par les prix, les coûts, et les marges, entre guillemets, parce que le terme est un petit peu ambigu, de chaque maillon de la filière, donc depuis de la fourche à la fourchette, selon l'expression consacrée. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière cette création législative, il ne s'agit pas de créer un nouveau service de l'État. On n'est plus dans une période, RGPP oblige, où on concentre, on réunit, on fusionne un certain nombre d'organismes et où on réduit leurs moyens. Donc ce n'est pas un nouveau service, c'est plutôt un dispositif qui doit, c'est un petit peu le cahier des charges qui m'avait été donné, qui doit animer des ressources existantes, à l'INSEE bien sûr, s'agissant de la fourniture de données de base, au SSP, donc le service de statistique du ministère, mais aussi en mobilisant les instituts techniques professionnels, l'INRA pour des apports méthodologiques ou pour des études plus approfondies, sachant que France Agrimaire, donc l'établissement public
chargé de l'animation des filières et du soutien aux entreprises via la partie encore couplée, si je puis dire, de la PAC. Donc France Agrimaire est au cœur du dispositif puisqu'il lui est confié la conception, la direction technique du projet et la direction technique des études qui sont conduites dans ce cadre. Ce n'est pas non plus un organisme de contrôle, là certains ont été déçus, ils s'attendaient à un organisme doté de pouvoirs d'investigation dans les entreprises, montrez-moi vos comptes, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Donc, sachant qu'il existe déjà des instances qui sont chargées de la police de la concurrence, que ce soit l'autorité de la concurrence elle-même, la DGCRF, la commission d'examen des pratiques commerciales, donc il était clair qu'on n'allait pas créer une quatrième instance chargée de ce type d'activité du contrôle du fonctionnement de la concurrence. Donc on a orienté ce dispositif vers la production d'informations économiques objectives autant que possible et surtout partagées. Alors c'est parfois un peu contradictoire. Partager, ça veut dire qu'on essaye de faire en sorte que ce que l'on produit, c'est approuvé par l'ensemble des familles professionnelles et des consommateurs représentés dans les instances du dispositif. L'orientation et la validation des travaux, elle se fait dans le cadre d'un comité de pilotage, donc qui associe les syndicats de producteurs agricoles, d'industriels, de l'agroalimentaire, du commerce, dans la grande distribution, qui était un petit peu, enfin pas un petit peu d'ailleurs, principalement la principale visée quoi, dans cette quête de transparence ou d'explication sur la formation des prix. Et aussi, bien sûr, les organisations de consommateurs sont représentées dans ce comité de pilotage qui s'éclate ensuite en groupe de travail par filière ou par thème. Il y a aussi un groupe de travail grande distribution, par exemple, qui approfondit les travaux qu'on peut faire sur ce sujet. L'ensemble du dispositif est présidé par un expert que les ministres qui l'ont nommé ont voulu neutre, c'est en dehors des filières concernées. Donc depuis 2010, il a été reconduit récemment, c'est Philippe Chalmin, que je pense tout le monde connaît ici. Dans les travaux, alors ensuite, bien sûr, la loi ne prévoyait pas comment on allait faire et quel type de travaux on allait conduire. Ça, il a fallu l'inventer chemin faisant. Donc on a en gros aujourd'hui deux grands axes de méthode. Un axe principal que je qualifierais de microéconomique et sectoriel, où on décompose, donc le but de la manœuvre, c'est de décomposer les prix au moyen au détail, et au détail en grande et moyenne surface principalement, de divers produits alimentaires de grande consommation, pas tous. Donc on décompose ces prix moyens en valeur de la matière première incorporée et en marge brute ou bout de valeur ajoutée qui viennent s'additionner à cette matière première dans les étapes de l'industrie de transformation jusqu'à celle de la distribution. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait cette première décomposition, on essaye de rendre compte des niveaux et des variations de chacun de ces morceaux, en faisant appel à des comptes d'entreprise pour analyser les coûts que renferment ces blocs, quel coût de production il y a derrière la matière première agricole incorporée dans les prix alimentaires, quel coût de production il y a dans la valeur ajoutée par les industries agroalimentaires, quel coût de production ou de distribution il y a dans la valeur ajoutée, dans la marge de la grande distribution, etc. etc. Donc le matériel utilisé, c'est des statistiques de prix moyens, en niveau et pas en indice, puisque comme on veut calculer les différences des marges, il nous faut des prix en niveau. Donc on les obtient via les cotations, les enquêtes existantes, sachant qu'on a dû faire aussi des enquêtes ad hoc, parce que notamment en sortie industrie, on manque de références dans les statistiques publiques sur les prix des différents articles qui sortent des industries agroalimentaires. Il nous faut aussi une représentation, une modélisation du circuit et des modèles techniques pour avoir les rendements, les taux de perte à différents étages. Et puis bien sûr, des données de comptabilité générale et analytique des entreprises. Là, on utilise au maximum ce qui existe déjà. Encore une fois, le but étant de travailler à l'économie par rapport au fait qu'on n'est pas un nouveau service, qu'on n'a pas de moyens supplémentaires énormes. Donc on mobilise le dispositif des statistiques d'entreprise de l'INSEE, le dispositif ESAN. Mais là aussi, on a été amené à faire des enquêtes ad hoc, puisque ces statistiques ne permettaient pas toujours de répondre à l'intégralité des questions. On a un axe complémentaire sur lequel je ne m'étendrai pas, c'est Jean-Pierre Buteau qui en parlera, qui est plus macroéconomique, donc qui consiste à décomposer la dépense alimentaire en rémunération brute induite dans l'ensemble des branches de l'économie. Et Jean-Pierre en parlera en détail. Donc, je reviens à la méthode générale microéconomique et sectorielle. On peut la représenter ainsi. Donc on part du prix au détail, c'est mon grand triangle rouge là, du prix au détail d'un produit alimentaire bien identifié, et on décompose en valeur de la matière première, la partie qui ajoute la transformation, la partie qui ajoute la distribution,
le dernier terme, la TVA, étant finalement le truc le plus facile à calculer dans cette affaire. À chaque étage, donc il faut bien sûr avoir non seulement des prix, mais des rendements techniques. Et le jeu des rendements, d'ailleurs, expliquant déjà à eux seuls une bonne partie de la différence entre prix agricole et prix à la consommation. Bon, c'est un peu évident de le dire, mais on l'oublie souvent quand on compare le prix de la carcasse de vache, 4 €, et le prix du moyen de la viande bovine, qui est de l'ordre d'aujourd'hui de 12 €. Enfin, on oublie que dans une vache, il y a 30% d'os, déjà. Donc le simple jeu des rendements techniques est extrêmement important pour décortiquer correctement la valeur. La troisième colonne là, est un petit peu mensongère parce qu'on peut certes ensuite analyser les coûts à chaque étage, mais sauf à tomber dans l'illusion analytique et faire de la pseudo-comptabilité analytique avec des ratios arbitraires, on ne peut pas faire cette décomposition-là, produit alimentaire fin par produit alimentaire fin. Donc là, il y a une espèce de saut, voilà, ça ne se fait pas sans solution de continuité. Et là, la dernière partie, la partie des coûts, on revient à une approche plutôt sectorielle, la plus spécialisée possible pour coller à la nature des produits qu'on suit au détail, mais on ne décompose pas totalement en coûts le pot de yaourt à X% de matière grasse ou le steak haché, etc. Mais on va le voir sur un exemple plus concret tout à l'heure. Cet exemple, c'est le suivant, c'est la viande bovine. Alors là, le produit que l'on a choisi, c'était pour répondre un petit peu à des questions professionnelles de l'amont, notamment la Fédération nationale bovine, pour pas la nommer. On voulait non pas prendre un produit viande particulier, tel ou tel type de préparation de viande hachée ou de steak, etc. Mais on a pris la totalité de la carcasse, justement pour montrer à l'éleveur une référence qu'il connaissait bien, qui est la base, qui est le produit de base, sur la base duquel plutôt il est payé, il est rémunéré, le kilo de carcasse. Donc on part en termes de matière première de la carcasse d'une vache, bon, moyenne, je passe les détails, parce qu'il y a plusieurs catégories, donc on a dû moyenner tout ça, trouver les coefficients qui vont bien pour reconstituer cette vache moyenne-là. On la reconstitue ensuite en sortie industrie de l'abattage des coupes sous la forme des produits de viande fraîche plus viande hachée surgelée, on a besoin de la viande hachée surgelée pour équilibrer le bilan, livrée par l'industrie au GMS. Donc là, c'est une modélisation. On a discuté avec les industriels, on dit voilà, dans l'hypothèse où une carcasse entière serait intégralement valorisée en morceaux de viande fraîche distribués en GMS, quel serait le panier que vous livreriez à la GMS. Donc ils nous ont dit, en général, un moyen, on peut faire comme ça, sachant qu'il faut rajouter la viande hachée surgelée pour rééquilibrer le système, parce que dans la réalité, une bonne partie de la carcasse n'est pas valorisée directement en morceaux consommables sous forme de viande fraîche dans le rayon boucherie, mais en produit intermédiaire pour l'industrie alimentaire. Donc là, comme on voulait garder la carcasse du début jusqu'à la fin, on a introduit un élément de fiction qui est le rééquilibrage du système par la viande hachée surgelée. C'est ce qu'on appelle les minerais. C'est un mot qui a fait un petit peu florès dans les dernières affaires. Donc nous, tous nos minerais, au lieu de repartir dans les raviolis, etc., ou les lasagnes au bœuf, tout notre minerai, il part en VHS. Et cette même carcasse, on l'a reconstituée aussi au détail, en GMS, soit dans le rayon libre-service, soit dans les rayons traditionnels de la grande distribution. Là aussi, sous la forme de l'ensemble des morceaux de viande bovine fraîche et VHS, pondérés chacun par leur poids anatomique moyen dans la carcasse. Là aussi, en négociant avec les industriels sur les ratios techniques qui permettent de garder cet éclatement de la carcasse jusqu'aux morceaux vendus au détail. Donc voilà ce qu'on est convenu de faire en viande bovine. Et donc on a recueilli un certain nombre de prix et de coefficients à différents stades. Bon, je passe assez rapidement. La vraie difficulté, c'était d'avoir d'une part une modélisation de la transformation industrielle de la carcasse qui soit réaliste, même si ça reste une modélisation, puisqu'il y a effectivement plusieurs façons de valoriser une carcasse. Et l'autre difficulté, c'était d'obtenir des prix sortis industrie. Parce que si l'INSEE établit un certain nombre d'indices des articles de viande bovine sortis industrie, mais ce ne sont que des indices, et ils sont assez synthétiques. Vous avez des indices d'évolution du prix des carcasses entières sorties à abattage des coupes, des indices d'évolution du prix de quelques quartiers, de la viande hachée en général, mais d'abord ce sont des indices, et ensuite ça ne porte pas sur tous les morceaux qui nous intéressaient. Donc là on a mené avec les deux grandes fédérations industrielles de la viande une enquête ad hoc, et tous les mois ils nous transmettent les prix moyens de leurs adhérents pour les différents articles sortie industrie de valorisation de la carcasse. Et au niveau de la distribution, donc là, on a les prix que l'on utilise sortis grande distribution, et le détail est un petit peu important, ce ne sont pas des prix relevés dans les rayons, ce sont des prix d'achat moyens pondérés, issus des panels de consommateurs, pour tenir compte de l'effet, qui est parfois important en viande, moins bovine, mais surtout porcine, pour tenir compte de l'effet des promotions. Quand vous avez un même article en promotion ici, pas en promotion là, si vous faites la moyenne des étiquettes, c'est une moyenne
non pondérée, ça ne rend pas compte du fait que le prix de la demande est effectivement moins cher, puisqu'en général, la demande se déporte vers l'article en promotion. C'est un gros biais qui avait été d'ailleurs reproché par certaines familles professionnelles à l'ancien observatoire qui travaillait plutôt sur des prix relevés en rayon et qui ne tenait pas compte de l'effet promotion, donc qui majorait la marge de la grande distribution en ne tenant pas compte de l'effet promotion sur le prix moyen. Donc voilà ce que donne la première étape de l'analyse, qui consiste à tronçonner le prix au détail en couches matières premières, marge de l'industrie, marge de la grande distribution et TVA. Bon, jusqu'en 2010, avant l'Observatoire, on ne connaissait pas les prix industriels. Donc on connaissait, Dieu merci, les prix à la production agricole. Là, on a toutes les cotations qu'il faut pour les établir. On connaissait les prix au détail. Ça, c'est les données des panels. Et la différence, modulo les rendements intervenant entre chaque phase, ça nous donnait une marge agrégée industrie-distribution. Alors ce qui est important, c'est que là aussi, et c'est souvent oublié dans les analyses un peu journalistiques de ces choses, de la transmission des prix, il faut tout exprimer dans la même unité, du début jusqu'à la fin. Là, on a choisi de prendre l'équivalent carcasse, qui est parlant pour l'éleveur. Bon, c'est moins parlant pour le consommateur, parce que vous, en moyenne, la viande, vous ne l'achetez pas 7 € le kilo. Hein. Là, on a converti la viande sans os, on a remis des os dedans. Hein. Autrement dit, on l'a multiplié par 70%, qui est le coefficient de rendement moyen d'une vache en viande. On aurait pu faire l'inverse, on aurait pu tout exprimer en prix consommateur, en kilo consommateur. Et là, il aurait fallu en tenir compte dans l'évaluation de la matière première. Et ça aurait renchéri les taches bleues de la matière première. Voilà. Mais là, comme on voulait parler aux éleveurs, surtout, on a pris comme unité commune pour tous les stades l'unité de référence des éleveurs. Voilà, là, on avait une vision annuelle, là on l'a en mensuel, parce qu'on suit ça mensuellement, ce qui permet de repérer d'éventuels accidents très conjoncturels. Bon, là, par exemple, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais on identifie au moins 2 grandes étapes là, sur cette courbe là, qui remonte à 98. La baisse des cours des bovins circa 2000-2001, la deuxième crise ESB. La hausse des cours des bovins depuis 2012, avec une demande qui tire particulièrement, donc, une demande extérieure, une demande étrangère qui tire vers le haut ces cours-là. Ce qui est un petit peu moins visible sur la courbe, c'est l'accroissement à partir de 2001 de la marge brute globale du système de distribution-transformation, qui est lié non pas à des profits accumulés ou augmentés, mais qui est lié surtout à de nouveaux coûts, traçabilité, liés aux suites de l'ESB, traçabilité, mesures sanitaires, interdiction à la vente d'un certain nombre de matériaux à risque, qui font que renchérir les coûts de transformation-distribution du système. Voilà, c'est ce qu'on voit, par exemple, ça c'est l'évolution de la marge agrégée par kilo de carcasse. La marge agrégée donc étant l'ensemble marge brute de l'industrie, marge brute de la GMS. Donc on voit le saut important lié à la deuxième crise de l'ESB. Après, bon, on a un trend à la hausse. On verra que ce trend à la hausse s'explique encore une fois pas par des augmentations de revenus ou de profits, mais essentiellement par des augmentations de charges. On va le démontrer un petit peu plus loin. Alors la deuxième étape, justement, j'accélère, c'est l'analyse des coûts. Donc je passe assez rapidement sur les sources et je vous montre simplement dans l'industrie le type d'analyse que l'on mène à partir de panels d'entreprises. Donc ce qui est coloré finalement c'est la marge brute de l'industriel. La partie grise étant l'achat de la matière première, le point vert représentant le chiffre d'affaires unitaire, encore toujours par kilo d'équivalent de carcasse, et les éléments bleus et rouges quand il y a un résultat, étant les coûts et le revenu, ici pris en termes de résultats courants avant impôt. Donc là, on voit aussi que ce n'est pas vraiment dans l'industrie qu'il y a une accumulation particulière de bénéfices qui expliquerait l'augmentation du prix de la viande. Dans la grande distribution, là, il a fallu mener des enquêtes ad hoc, donc je passe sur le périmètre, on y reviendra s'il y a des questions, mais ces questions de périmètre sont pourtant très intéressantes, parce qu'en fonction du périmètre qui vous sert à définir ce que vous appelez grande distribution, vous trouvez des bénéfices ou des pertes. Donc là, il faut bien se mettre d'accord sur les types de périmètres que l'on étudie, mais je passe assez vite. Et voilà le type d'analyse que l'on a pu conduire en 2012, en moyenne, sur les 7 enseignes interrogées, pour un chiffre d'affaires de la partie bovine du rayon boucherie de 100 €. L'achat de viande par les distributeurs à ces fournisseurs industriels représente quasiment 75% de ces chiffres d'affaires. Donc on a une marge commerciale de 25%. Cette marge commerciale est grevée par les charges de personnel direct du rayon, c'est-à-dire les bouchers qui backstore, découpent la viande ou qui la distribuent dans les rayons. Reste ce que les professionnels appellent une marge semi-nette, là de l'ordre de 15 €. Et cette marge semi-nette, elle est en moyenne, alors il y a des différences selon les enseignes, selon les magasins, mais elle était en moyenne en 2012, intégralement absorbée par les charges et même au-delà, et on avait une marge nette avant impôt qui apparaissait négative.
Alors ça ne veut pas dire que le rayon viande n'est pas rentable, puisqu'il y a une solidarité entre rayons dans la grande distribution qui fait que le rayon viande, il attire... Voilà, c'est pas parce qu'on trouve, analytiquement, on trouve un revenu négatif que vous en tirez qu'ils devraient arrêter de fermer leur rayon boucherie. Hein. Mais c'est une démarche analytique qui permet de décortiquer ce qui se passe dans la chaîne de valeur. Voilà, là je passe assez rapidement, puisque voilà. Et ce qu'on a fait aussi, et j'en terminerai avec ça dans la partie bovine, on met en relation l'évolution de la matière première, en bleu c'est l'évolution du prix de la carcasse entrée abattoir. Vous avez en rouge foncé, c'est le prix observé de la carcasse reconstitué au détail en GMS, avec des fortes variations qui sont liées aux promotions et aux effets saisonniers. Et puis, en rouge, oui, c'est ça, en rouge foncé, c'est le prix observé réel au détail. Et en rouge fin, c'est le prix qui aurait été observé si l'ensemble de la chaîne, industrie et grande distribution, avait maintenu ses marges à un niveau de référence, ses marges brutes à un niveau de référence. Là, celui qui a été pris, c'est l'année 2005. Donc on voit, grosso modo, pendant une certaine phase, le prix observé est parfois sensiblement au-dessus du prix à marge constante, sauf dans la dernière période de flambée importante de la matière première, où là, sous l'effet de la concurrence très forte entre enseignes, notamment, hein, avec un leader qui tire les prix des autres vers le bas, donc à partir de 2012, en gros, le prix observé est nettement inférieur au prix qui aurait conservé les marges dans le système, quoi. Donc il y a une détérioration des marges, à la fois de la distribution et de l'industrie, liée à la concurrence féroce que se livrent les enseignes sur la viande bovine. Ce schéma, on peut le retrouver pratiquement pour tous les produits, hein, ce resserrement des marges du système distribution, transformation à partir de 2012, on le retrouve à peu près dans tous les produits qu'on a étudiés. Voilà, les principes, alors à quoi ça sert tout ça? Les principaux apports de l'Observatoire, ils sont un peu d'ordre pédagogique, hein, on illustre que la différence entre les prix amont et les prix aval, c'est d'abord des charges, c'est des emplois, c'est de l'activité, c'est pas forcément des profits scandaleux. Hein. L'Observatoire aussi, finalement, c'est un lieu de référence et d'expertise où des gens qui parfois ont du mal à communiquer se rencontrent et essayent de... Il ne faut pas non plus être trop optimiste, mais essayent de se mettre d'accord sur des bases un peu plus objectives que celles qui sont habituellement mises en avant dans des discussions dans d'autres lieux. Toutefois, bon, l'approche que je viens de présenter est sectorielle et par filière, et elle illustre assez mal ce qui se passe, même pas du tout, à savoir les péréquations entre produits, le fait que la notion d'entreprise est très dépendante du périmètre que l'on considère. C'est une vision sectorielle aussi qui masque les interdépendances avec les autres branches. Et là, Jean-Pierre Buteau, avec sa présentation de l'approche macroéconomique, pourra donc compléter amplement ce que je viens de dire. Et pour finir, donc les projets du dispositif. Dans l'axe sectoriel que je viens d'évoquer, on va essayer d'améliorer et de préciser les suivis que l'on effectue déjà. L'extension à d'autres types de produits est plus problématique parce qu'on ne peut pas, avec cette méthode-là, on ne peut pas décortiquer la chaîne de valeur de produits complexes, d'assemblage. Enfin, ça demanderait une masse de données considérable. On essaye de développer des comparaisons avec des approches similaires en Europe, notamment Espagne et Allemagne, où il existe des dispositifs un petit peu comparables. Et puis on essaye de susciter des travaux de recherche sur la transmission des prix, les élasticités des prix de la demande, et on a des contacts en cours avec les collègues de l'INRA. Voilà, merci de votre attention. Merci. Merci d'avoir tenu les temps. Donc on va discuter pendant un quart d'heure. Et si quelqu'un a des problèmes, a des questions à poser, il lève le doigt. Moi, je poserais bien une question quand même. Dans cette décomposition, vous ne faites pas apparaître le risque. Et ça me surprend quand même, de la part d'économistes. Parce que les primes de risque, c'est important. Oui, effectivement, Président, c'est une approche strictement comptable, quoi. Comptable au sens de comptabilité d'entreprise. Effectivement, on ne modélise pas, on ne représente pas d'autres coûts économiques qui, si réels soient-ils, n'apparaissent pas dans les comptabilités. Notre matière première, c'est des prix et des comptabilités. Autre question? Oui. Oui. Alors, sur les fruits et légumes, on a une représentation. Enfin, le modèle de circuit est assez simpliste. Hein, parce que comme il y a beaucoup de produits, la rançon, c'est que la modélisation du circuit est plus simple. On part des cotations expédition.
puisque c'est la seule source de prix en niveau la plus en amont possible. Les prix producteurs en fruits et légumes, ça existe qu'ex post, hein, donc il n'y a pas de marché, sauf cas particulier où il y a encore quelques marchés de producteurs. Mais donc la première mise en marché, c'est l'expéditeur qui le fait, donc ça intègre déjà une marge de tri, d'allottement, etc. Et à l'autre bout, on prend les prix observés des mêmes types de fruits et légumes, hein, en raisonnant par libellé assez fin, les mêmes types de fruits et légumes en grande surface, et la différence entre les deux, car là on ne dispose pas de données de taux de perte dans la chaîne suffisamment précis pour les prendre en compte. Donc on calcule un indicateur qui est complètement bâtard, de marge globale du système de distribution, qui est la différence entre le prix au détail en GMS et le prix d'expédition, mais d'un produit bien identique aux deux bouts. Ça c'est important, parce que la diversité des fruits et légumes, des variétés, etc. Et donc, bon, ce qu'on observe là-dessus, c'est que en fruits et légumes, ça nous pose d'ailleurs des problèmes méthodologiques. Là, on se rapproche de nos collègues INRA, statisticiens de Toulouse, pour essayer de mieux analyser ça. La variation saisonnière ou purement conjoncturelle est bien plus forte que la tendance, ça masque la tendance à la hausse ou à la baisse des prix. C'est aussi bien pour les prix que pour la marge. Donc, bon, alors, par de la statistique un peu élémentaire, on arrive à trouver quand même qu'il y a des produits qui tendent à avoir une marge constante avec le temps, où en gros, la régression, c'est du type prix au détail égale prix à l'expédition plus quelque chose qui tend à être constant. Puis il y a d'autres produits, c'est les plus nombreux, où on est plutôt dans un régime de marge proportionnel, où on a prix au détail égale A supérieur à 1, prix à l'expédition, plus un autre résidu qui lui est à bout de marge constante. Donc en fruits et légumes, la grande distribution semble avoir une politique de marge proportionnelle. C'est-à-dire plus le produit est cher, ben, elle applique un taux unique, hein, un taux constant, mais ça amplifie l'effet, ça amplifie la cherté du. Voilà. Est-ce que pour autant le rayon fruits et légumes est plus rentable que les autres? La réponse est non, il est faiblement positif. Pour quelles raisons? Pour des raisons de répartition des charges générales du magasin. À partir du moment où il y a 80% des charges d'un magasin, c'est des charges générales. C'est les caissières, c'est l'énergie, c'est le loyer, etc. Donc il faut bien trouver des clés de répartition. Une de ces clés, c'est la surface du rayon. Les fruits et légumes, contrairement aux boîtes de conserve, ça ne s'empile pas, ou alors le rayon est déserté par les consommateurs. Donc par le jeu mécanique de cette approche analytique, qui est un petit peu rustique, hein, je l'admets, par le jeu mécanique de cette approche analytique, les rayons qui s'étendent, qui ont des chiffres d'affaires au mètre carré plus faibles que les autres, c'est le cas des fruits et légumes, ben, ils sont un petit peu plombés, si je puis dire. En plus, en fruits et légumes, il n'y a pas de transformation, certes, mais en rayon, il y a beaucoup de manutention. Il y a un réallotement fréquent, donc il y a beaucoup de personnel derrière qui intervient, de personnel direct, qui intervient sur le rayon. Ce fait que pour la grande distribution, les fruits et légumes, ce n'est pas le rayon le plus, entre guillemets, rentable, toujours dans une approche analytique un peu étroite. Ce qui apparaît beaucoup plus rentable, les fruits et légumes, pour donner un ordre de grandeur, c'est autour de 1% de profit net avant impôt ramené au chiffre d'affaires du rayon. Là où c'est un petit peu plus rentable, c'est en charcuterie, 5%, mais en volaille, 5%. Charcuterie, pourquoi? Ça s'empile. Hein. Le rayon est beaucoup plus dense. Hein. Il n'y a pratiquement pas de main-d'œuvre. Les rayons à la coupe de charcuterie, c'est quand même très minoritaire. Donc ils vendent ce qu'ils appellent les UVCI, c'est-à-dire les charges de main-d'œuvre, elles sont dans l'industrie, elles ne sont pas dans la grande distribution. Donc c'est un rayon relativement profitable, même si c'est un petit rayon par rapport aux autres. Autre rayon rentable, la volaille, 5% aussi, enfin, c'est l'ordre de grandeur. Un petit peu pour les mêmes raisons, UVCI, peu de transformation en rayon, peu de pertes. On vend de moins en moins de poulet entier dans les rayons des grandes surfaces, c'est plutôt du poulet en petits morceaux, donc là aussi c'est plus ou moins empilable, donc il y a une densité du rayon qui fait que les charges générales s'amortissent bien. Les produits laitiers, très gros rayons, rentabilité de l'ordre de 2%, c'est-à-dire supérieure à la moyenne générale de la rentabilité des GMS, hein, qui d'après l'INSEE en 2011 était autour de 0,8% de chiffre d'affaires, de revenus avant impôt sur chiffre d'affaires. Hein. Le principe de la GMS, c'est de faire des petits taux de marge relatifs sur des grandes quantités. Hein. Donc les produits laitiers sont un peu mieux placés, mais avec un effet de levier de la taille du rayon qui est considérable. Voilà à peu près la hiérarchie. Boulangerie, pâtisserie, encore plus négatif que la viande bovine, parce que main-d'œuvre, beaucoup de transformation. Et poissonnerie, n'en parlons pas, là aussi beaucoup de pertes en rayon, et la répartition mécanique des charges générales, plus grevé par les frais de main-d'œuvre spécifiques, poissonnier, boulanger, pâtissier, etc., fait que mécaniquement on arrive à des taux négatifs, à des taux de marge nette négative. Alors ce qu'il faut voir quand même, c'est que dans les charges qu'on a pris en compte, je reviens à mon histoire de périmètre, hein, les loyers que le système commercial paye pour ces magasins, chez les supermarchés indépendants, ces loyers, ils sont versés par l'exploitant du magasin à la SCI propriétaire de son magasin, qui est souvent l'épouse de l'exploitant. D'accord ? Dans les chaînes intégrées, les loyers que dans les comptes de Carrefour Hypermarché,
la société Carrefour Hypermarché paye ces loyers, elle les paye à Carrefour Property, qui est une autre société avec les mêmes actionnaires. Mais juridiquement, c'est deux entités indépendantes, donc on a compté ces loyers comme des charges. Voilà. Après, il faudrait décortiquer les comptes des sociétés commerciales, de ces foncières, des sociétés foncières, pour consolider les rentabilités. Mais par rayon, c'est pratiquement impossible. On peut le faire que globalement. Quand les quelques sociétés foncières de la grande distribution qui publient leurs comptes montrent des taux de profit net avant impôt rapportés au chiffre d'affaires, rapportés aux produits d'activité, nettement supérieurs à ceux de l'alimentaire. J'ai tendance à dire on peut multiplier nos taux de marge en gros par 2 pour avoir une idée de... En vous écoutant, j'étais très frappée par l'histoire de la marge qui en gros est de 2%. Et comme vous venez nous dire que la viande c'était déficitaire, la pêche ça l'était encore plus, la pâtisserie n'en parlons pas, c'est une horreur, j'ai fini par me demander sur quoi il dégageait un bénéfice, sur la vente des produits de lessive? Alors, on ne couvre pas tous les rayons alimentaires. On a quelques indices, mais j'en parlerai pas parce qu'on n'a pas assez de données, puis ce serait trahir un petit peu la confidentialité qu'on a avec les enseignes dès lors qu'on n'a pas assez de données. Vous avez des rayons d'épicerie sèche qui ont des rentabilités de l'ordre de celles que j'ai citées sur les volailles et sur la charcuterie, mais du 5% de profit avant impôt rapporté au chiffre d'affaires, c'est considérable dans l'économie actuelle. C'est considérable déjà. Ensuite, sur le non alimentaire, bon là on n'a pas assez d'éléments, mais enfin ce qu'il faut voir, ils perdent des sous quand même sur ce qu'ils appellent les produits bruns, les chénifiques, tout ça, qui sont de plus en plus vendus dans de la grande distribution spécialisée, genre Darty, etc. pour pas faire. Ce qu'il faut voir aussi, c'est des données récentes, post-LME. Ce qui s'est passé au tout début de cette période-là, c'est l'attaque du hard discount en France. C'est la LME qui a cassé les rentes de la grande distribution en libéralisant les implantations d'enseignes. C'est le développement d'un indépendant bien connu, dont j'ai cité le prénom au début, qui est une firme leader en termes de direction des prix et qui tire à la baisse les prix de tout le monde. Et donc ça se traduit par une érosion, enfin c'est pas très surprenant. Le fait que ces résultats soient faibles, c'est pas très surprenant. Et on les retrouve aussi dans les comptes du commerce de l'INSEE. Bon, bien sûr pas par rayon, mais globalement pour le système de distribution alimentaire. Oui, juste une question. Si on regarde le bilan d'une entreprise et on va au résultat net, moi ce que je voudrais savoir, c'est comment vous expliquez à un consommateur qui va faire ses courses et qui dit tiens, ce produit a augmenté de 30%. Qu'est-ce que vous lui dites? Pour la viande bovine, par exemple, je lui dis une partie de l'augmentation entre 98 et aujourd'hui, c'est sur une augmentation qui est de l'ordre de 1 euro et quelques, c'est 50 centimes liés à la traçabilité, aux nouvelles opérations imposées par la réglementation sanitaire suite à l'ESB, c'est l'augmentation du coût du travail, c'est les 35 heures et c'est peut-être l'euro aussi. Là, c'est plus controversé. Il y a assez peu, enfin, c'est pas imputable, ce qui est clair, c'est pas imputable à l'augmentation des profits, du moins dans le système commercial alimentaire. On peut discuter sur l'aspect foncier, parce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une partie de ce qui est compté en charge dans le système commercial qui constitue, pas intégralement, mais qui constitue en partie des profits du système foncier. C'est le problème des analyses sectorielles, effectivement. Enfin, comment consolider? C'est un vrai problème. Oui. La parole est à Philippe Lacombe. Merci bien. Je note, Philippe, que tu as beaucoup de questions sur les résultats. Et de fait, ton exposé est plus méthode que résultat. Donc, quel résultat que tu n'as pas encore peux-tu espérer? Premier domaine, parce que c'est quand même un événement important que ce laboratoire d'observation. Et deuxième domaine, qu'en est-il de la disponibilité des chiffres? Est-ce que tout le monde y a accès et à quoi ça sert? Et en particulier, quel lien y a-t-il entre vos résultats du travail et l'évolution de la politique économique? Peut-être aussi en matière de lobbying, comment les enseignes réagissent-elles? C'est assez important qu'on sente ça pour ne pas s'exprimer. Merci. Merci. Sur les améliorations ou les approfondissements, on souhaiterait effectivement aller un petit peu plus loin dans l'analyse de la formation de la valeur, par rapport à la rentabilité du foncier, etc. Mais là, on sortirait de l'analyse filière par filière. On ne peut pas réaffecter les profits commerciaux, enfin les profits
des foncières à tel ou tel rayon. Parce que ces foncières ne gèrent pas que des hypermarchés, elles gèrent des galeries marchandes. Donc il faudrait disposer d'une masse. Enfin, on aimerait quand même au moins, en sortant de l'analyse filière, on aimerait au moins aborder ce problème de rentabilité plus consolidée. Dans la grande distribution comme dans l'industrie. Dans l'industrie, il y a exactement les mêmes problèmes pour les groupes industriels. Quand vous observez ce que l'INSEE appelle le secteur de l'industrie, dans le lait, par exemple, vous n'avez pas ceux qui achètent le lait, ni ceux qui vendent les produits laitiers aux consommateurs. Ceux-là, ils sont classés dans les secteurs du commerce. Donc, et ce qui reste, qui est ressorti du secteur industriel, ce sont les unités légales, celles qui déposent compta, etc., qui font que de la transformation laitière. Dans un groupe, elles n'ont pas forcément, c'est pas forcément elles, qui ont vocation à être rentables. La rentabilité, elle est plutôt poussée vers le commerce en aval. Donc, ce problème de consolidation des univers d'entreprises qui fonctionnent en réseau ou dans plusieurs secteurs, c'est un problème majeur qu'on retrouve à tous les étages. Et sur ce que ça a apporté, déjà au début, ça a appris à des gens qui étaient plutôt discrets, la grande distribution, à voir que finalement, elle pouvait jouer le jeu d'une relative, je ne fais pas non plus d'illusion, d'une relative transparence et qu'elle pouvait y avoir intérêt. Et les industriels aussi d'ailleurs, en termes de réticence à communiquer un certain nombre de résultats, je ne fais pas trop de différence entre la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Ensuite, ce que ça a pu apporter en termes concrets, avec la loi consommation, la loi dite Hamon, il est prévu dans un de ces articles un mécanisme, j'ose pas dire d'indexation parce que c'est un peu plus soft que ça, mais qui consiste à imposer que dans les contrats acheteurs-fournisseurs le long des chaînes agroalimentaires, il y ait un mécanisme, une clause de revoyure automatique dès lors que les prix des matières premières dépassent un certain seuil, enfin dépassent ou descendent en dessous, donc ça joue dans les deux sens. Donc là, on a demandé à l'Observatoire d'être le lieu d'expertise des indicateurs, des ratios, des taux de rendement, mais aussi des rapports de prix pertinents pour être inclus dans ce genre de dispositif. C'est normalement le boulot des interprofessions privées. Mais à défaut, comme c'est parfois des sujets un petit peu chauds, l'Observatoire apparaissant comme un peu plus neutre, voilà. Une limite quand même à laquelle que je voudrais souligner, c'est qu'on n'est pas exactement dans un projet scientifique. On doit négocier les informations qu'on obtient. On doit négocier la façon dont on les diffuse sur notre site internet ou dans notre rapport. Mais c'est aussi la condition pour avoir des données originales. Donc on est un petit peu sur ce fil du rasoir. On doit passer des compromis. J'espère que ce n'est pas des compromissions, mais j'en suis pas toujours sûr. Je vais vous parler de l'euro alimentaire en France de 1995 et 2010 et dans 20 pays européens en 2005. Alors avec trois parties, une partie méthode, une partie France et une partie Europe. Donc c'est une approche macroéconomique de la consommation alimentaire et on comprend que ça a été fait en complément de ce que vient de vous présenter Philippe pour avoir une vision macroéconomique d'ensemble sur ce que rémunèrent les dépenses alimentaires en distinguant importation, taxes et valeur ajoutée des branches. La valeur ajoutée des branches étant la rémunération des facteurs primaires, salaire et capital par rapport à l'EBE, fait à partir essentiellement des TES d'Eurostat, parce que ce n'est pas possible de le faire sur les TES de l'INSEE. Je ne vais pas rentrer sur ces considérations. Alors c'est une méthode qui est inspirée par ce qui est fait aux États-Unis depuis une quinzaine d'années, qui s'appelle le food dollar. Bon, plus fondamentalement, c'est inspiré dans l'histoire économique, ça remonte à Keynes, Marx, Walras, Rafal, Leontief, où les marchandises sont produites par des marchandises, mais en fait c'est produit par les facteurs primaires. Si on prend Keynes, on aurait qu'à lier, ça serait que la terre finalement qui produirait tout. Donc le point de départ, c'est une relation de Leontief. Au point de vue macroéconomique, on a forcément égalité, là c'est une économie sans importation, on a forcément égalité entre valeur ajoutée, qui est ce qu'on gagne, et la consommation finale, ou la demande finale, si c'est un investissement, vu que c'est ce qu'on dépense. Donc on a égalité, valeur ajoutée, demande finale, consommation finale si on ne prend pas en compte l'investissement. Et en fait, on peut
par une relation qui est assez connue en économie. Hein. La première relation c'est connu, c'est un tas de modèles sont fondés là-dessus. C'est le lien entre la production par branche et la demande finale qui permet de voir quand on augmente la demande finale d'une branche, comment ça va jouer sur toutes les productions des branches. Bon, on peut montrer aussi qu'il y a une relation avec la valeur ajoutée. Et là, bon, je ne vais pas le commenter, hein, mais c'est exactement de cette manière qu'on fait le calcul de notre dépense alimentaire. Bon, il suffit d'inverser des matrices, de les multiplier, etc. Et puis pouf, on obtient ce billet-là. Et bien le billet, donc le point de départ, on est forcé de partir de la matrice sur le marché intérieur. Bon, il y a des corrections à faire. Bon, la façon dont est traité le vin en France, c'est une horreur. Ce qui est dommage, parce que le vin, c'est quand même une des plus grandes productions, alors c'est une horreur. Bon, après, il faut qu'on réintègre les importations, et puis il faut qu'on passe au prix, il faut qu'on repasse au prix d'acquisition, donc avec les marges. Bon, et tout ça avec une limite, c'est qu'on a du Léontief partout. Hein, c'est-à-dire qu'on a des coefficients fixes partout. Bon, on a par exemple un taux de marge qui est spécifique à la demande alimentaire, mais après on fait l'hypothèse qu'un euro de marge sur l'alimentaire génère les mêmes valeurs ajoutées qu'un euro de marge sur les téléviseurs, etc. Et voilà. Ça aboutit à ça. Bon, il y a ma femme qui est présente ici. Quand je faisais ça, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous avec ces billets de 100 euros sur ton écran, hein? Eh bien, ça donne cette répartition-là. C'est-à-dire que, donc ça c'est les chiffres 2010, on voit que la valeur ajoutée, parce qu'ensuite on n'en parlera pas après, on peut aussi la répartir entre salaire et EBE, ça dépend des branches, là, si elle est à structure familiale ou pas. Bon, on voit que les importations, c'est presque un quart. Alors, les importations, ça peut être des biens agricoles, mais là, dans notre démarche, pour faire marcher du tracteur, il faut du pétrole, donc le pétrole, il rentre là-dedans. Pour faire des engrais azotés, ils font du gaz. Hein. Donc, c'est là qu'on retrouve les importations. Les taxes, qui en gros représentent 10%. Le taux de TVA, il est de 5,5 sur les dépenses alimentaires, mais en fait, ce qui joue là, c'est les droits sur les alcools. Il y a les taxes aussi sur les alcools qui jouent. Et puis, on voit que, bon, ben, en gros, la part de l'agriculture, elle s'établit en dessous de 10%, à 8%. La part de la valeur ajoutée des IAA aussi, enfin, un petit peu plus de 10%, et que bon, la part de la valeur ajoutée par le commerce est donc 21%, et la part des services de 18%. Alors ce qu'on peut voir, c'est que cette évolution, enfin, dans le temps, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine inertie quand même. Hein. C'est-à-dire qu'entre 95, on verra après, entre les pays, il y a une certaine inertie, mais on note quand même une augmentation de la part des importations. Bon, les taxes, elles restent vraiment fixes, mais une augmentation des importations, mais une baisse de la valeur ajoutée agricole, même au moment où les prix ont été élevés, en fait, la part de l'agriculture a augmenté, mais par rapport au début de période, elle reste plus faible, et une montée des services. La part du commerce, la part de la valeur ajoutée générée par le commerce, en gros, restant relativement stable, autour de 20%. Alors, on peut à partir de ça, bon, je ne vais pas commenter, mais on peut générer quels sont les emplois hein, qui sont générés. Ça, c'est bon. Là aussi, il y a des coefficients fixes. Hein. On voit que finalement, le nombre d'emplois reste relativement stable entre 1995 et 2010, mais que bien sûr, le poids de l'agriculture, le poids des emplois agricoles baisse considérablement.
Alors aussi, bon, on peut être surpris de la faible part de la valeur ajoutée agricole. Dans la méthode que j'ai exposée, on peut décomposer la valeur ajoutée par la demande finale des branches, mais on peut aussi décomposer la... où est-ce que... On peut décomposer... Non, c'est l'inverse. Ouais. On peut décomposer la demande finale en valeur ajoutée de branche, mais on peut aussi décomposer la valeur ajoutée en utilisation de... Bon, et on voit en fait, bon, la part en fait de la valeur ajoutée, bon, si on ajoute les subventions, parce que les subventions, je les avais virées dans un premier temps, la part de la consommation alimentaire dans la valeur ajoutée agricole n'est que 37%. Bon, il y a une grande part, bien sûr, qui passe en exportation, et puis les hôtels-restaurants et les subventions, si on les ajoute à la valeur ajoutée, qui sont autour de 24%. Alors, donc on voit qu'il y a une certaine inertie en France, alors que quand on fait la comparaison dans 20 pays européens, on voit qu'il y a qu'il y a une très grande dispersion de cette composition, hein, avec un facteur déjà qui joue de manière très forte, c'est les taxes et les importations. Hein. Je vous ai dit, en France, c'est 5,5 sur les dépenses alimentaires. Au Danemark, c'est 22%. Hein, donc et apparemment, les différences de taxes sont répercutées, alors que initialement, c'était pas évident que les taxes soient répercutées. Bon, ce qui est aussi important, bon, je ne vais pas insister, mais quand on se situe au niveau de l'Europe, on peut dire qu'une grande part des importations s'annule. Hein, et j'ai réussi sur 14 pays à annuler les importations intracommunautaires. Hein, et ce qu'on peut voir, c'est qu'à ce moment-là, en fait, les importations baissent considérablement parce qu'une large part des importations, et on voit que cette part passe de 30 à 12% si on considère l'Union européenne comme un seul pays. Bon, c'est un calcul qui est quand même approximatif parce que c'est compliqué sur ce pays. Bon, donc, avec des structures selon les pays qui sont assez différentes, bon, où on voit que la part de l'agriculture et la part des IA varient considérablement. Avec alors la part du commerce, elle varie aussi, mais c'est difficile de porter. Bon, il y a un débat en France où j'ai entendu encore la semaine dernière là de dire que la grande distribution en France c'était la plus mauvaise, c'est elle qui avait les plus grandes marges, etc. Bon, c'est difficile de porter une appréciation dans la mesure où la part du commerce va forcément être liée aux importations. C'est-à-dire que plus un pays importe, plus la valeur ajoutée des autres branches va être nulle. Donc c'est la seule branche qui va avoir une valeur ajoutée, c'est celle qui vend les importations aux consommateurs. Ce qui fait que c'est pas facile d'avoir une appréciation. Est-ce que la grande distribution est plus compétitive, est plus efficace en France que dans d'autres pays, parce qu'il faut regarder, bon, et puis les taxes aussi, les taxes, on ne sait pas, il faudrait pouvoir voir comment sont répercutées les taxes. Enfin, ce qui est sûr, c'est que dans ce qu'on peut remarquer, bon, c'est un graphe qui peut vous sembler illisible, j'ai fait une analyse, on a fait une analyse en composante principale. Il y a deux facteurs qui jouent.
il y a ce facteur importation. Est-ce que les importations sont importantes ou pas dans la consommation intérieure? Alors, c'est pas forcément lié au commerce global, hein. Des pays comme le Danemark ou l'Irlande, par exemple, sont des très grands exportateurs, mais en fait, au point de vue consommation intérieure, ce sont des très grands importateurs. Donc, ce n'est pas forcément lié au solde commercial. Mais enfin, disons que c'est le premier facteur qui joue. Et le deuxième facteur qui joue, c'est assez surprenant parce qu'on a introduit en variable, non pas explicative, mais en variable expliquée, des variables comme le PIB par habitant ou la part de la valeur ajoutée dans le PIB, etc. Et ce qui est marrant, c'est que ces variables sortent extrêmement expliquées. Ce qui veut dire que le niveau de développement joue énormément sur la transformation de la structure de la dépense alimentaire avec une augmentation de la part des services. Bon, là, il faut bien dire qu'on ne se situe qu'au niveau de la consommation alimentaire à domicile. Si on intégrait la consommation alimentaire à l'extérieur, bon, on aurait une part des services qui serait encore beaucoup plus importante. Là, c'est vraiment la consommation intérieure à domicile. Ou avec la projection des pays, ça n'a pas... Alors, en conclusion, bon, c'est donc que l'euro alimentaire évolue en fonction des prix. Bon, j'ai pas voulu ici faire une analyse, mais avec Philippe, on a commencé à faire ça. Mais on voit que plus fondamentalement, ça évolue en fonction des modes de consommation. Alors à quoi ça sert? Bon, c'est Philippe qui faisait. Alors, bon, ça ne permet pas de trancher sur le problème du juste prix ou de la juste rémunération. C'est-à-dire, est-ce que les producteurs sont pas assez payés ou est-ce que... Bon, ça ne permet pas ça. Mais je crois que ça permet d'avoir un éclairage sur ce débat en complément de ce que fait l'Observatoire par produit pour donner cette approche macroéconomique. Bon, j'ai tenu dans les temps. Hein. Moi, merci. Oui, tu es même en avance sur les temps. En revanche, je ne suis pas absolument convaincu que tout le monde a bien compris de quoi il était question. Alors, bon, je vais te demander de valider ce que je te dis parce que voilà, si j'ai bien compris, si on augmente les prix agricoles de 1%, du fait des équilibres macroéconomiques qui font que tous les prix sont liés les uns aux autres en particulier par les coefficients techniques dans les coûts de production, si on augmente les prix agricoles de 1%, alors à ce moment-là, on doit augmenter le prix des importations de 0,1%. On va en retrouver assez peu dans la valeur ajoutée agricole, par le biais de tous les... en fait, comme... oui, non, mais on peut le faire, oui. Oui, mais on va en retrouver finalement assez peu dans le prix de la valeur ajoutée agricole dans le cadre des hypothèses de marché parfait, bien sûr, il faut que partout les coûts soient égaux, que les coûts de production soient égaux au prix. D'accord, on est d'accord. Mais enfin, l'idée, c'est bien de dire, comme tous les prix sont liés les uns avec les autres, si on change un prix quelque part de 1%, ça veut dire que tous les autres changent de quelques pourcents. Et les courbes que tu as données, ça correspond à cette idée, n'est-ce pas? Bon. Alors, qui veut la discussion?
Mais mettons que je sois mandataire à Rungis, je vais acheter une tonne de fraises à un prix, allez, je vais dire au hasard 1 euro, et je vais acheter chez un producteur à 1 euro. L'État, qu'est-ce qu'elle a intérêt à faire dans ce... Je ne parle pas du consommateur, mais l'État est gagnant et perdant. L'État français, je ne parle pas du consommateur. Ben, c'est la TVA, c'est les trucs intracommunautaires, c'est la fiscalité. C'est ça que je voudrais que vous nous développiez un petit peu, qu'on puisse comprendre. Parce que tout est fiscal. Voilà, La fiscalité, elle est intégrée. Ce qu'on peut voir, c'est que quand on fait la comparaison en Europe, où on connaît les taux de TVA, en fait, initialement, pour moi, c'était pas évident que la grande distribution répercutait ces différences de TVA. Bon, il y a eu le débat sur les restaurants, etc. Bon, une grande surface, si on lui dit le taux de TVA sur les produits alimentaires passe de 5 à 10%, c'est pas pour ça qu'il va forcément augmenter ses prix. Non, il peut. Alors, il va le répercuter ailleurs, etc. En fait, j'étais assez surpris dans les pays européens que, apparemment, mais ça tient aussi au fait que la demande est élastique, le fait que les taux de TVA soient répercutés. J'étais surpris de voir que les taux de TVA, on les retrouvait dans la hiérarchie des pays sur le niveau des taxes. Alors, il y a aussi les droits sur les alcools qui jouent. Bon, on a réussi pour l'instant à exclure le tabac. Alors, ce qui est gênant maintenant, c'est que les TES sont faits en intégrant le tabac dans les IA, et Philippe, il fait maintenant une gymnastique pour exclure le tabac, parce qu'à ce moment-là, on a des taxes qui... là, c'est pas... On serait pas... Si on inclut le tabac, il faut voir que le tabac, c'est 10 milliards d'euros. C'est plus que le budget PAC. Donc en gros, il faudrait harmoniser la TVA en Europe pour que tout le monde puisse... Ah, il faudrait harmoniser sans doute... Attendez, il y avait une question dans le fond là-bas. Non, t'as une question dans le fond là-bas. Le Prince, je veux bien reprendre la question sur le négociant qui parlait de la fraise. Moi, j'ai passé 50 ans de ma carrière auprès des producteurs de fruits et légumes. Dites-vous bien qu'en 1963, quand est venu le virus sur le fraisier, j'avais une expérimentation dans la vallée de la Seine sur 17 variétés de fraises. 17 variétés de fraises dont il fallait ressortir les résultats. Quand la fraise était, je parle des cours aux Halles de Paris, pas à Rungis, des Halles de Paris. La fraise était à 5 euros le kilo. J'ai demandé à un lot de jeunes dames autour de moi, c'était les achats de matériel, leur dire, bon, j'ai besoin de 7 personnes pour peser les échantillons de fraises. Et vous, je vous les cède, le producteur vous les cédera à 50% de son prix, c'est-à-dire 2,50 €. 2,50 €, c'était le cours de la fraise sur le marché de Gros à Paris. Et le producteur qui mettait ses fraises cueillies au pied de sa porte, ramassées par des groupeurs, il touchait 1,25 €. Échelle de prix 1,4 €. Et je l'ai vérifié pendant les 50 ans de ma carrière. Je sais pas, tu veux répondre?
Autre question, oui. Alors, j'essaye de comprendre et surtout de voir ce qu'on peut tirer de l'exposé de Jean-Pierre. Hein. Alors, je reprends sur ce que disait Jean-Marc. Bon, on augmente des prix, certaines proportions. Donc, si j'ai bien compris, tu nous dis, une faible part ira à la valeur ajoutée agricole. Bon, est-ce que ça veut dire que, ce que tu as écrit par ailleurs, donc les aides qui fournissent sous la forme de prix sont peu efficaces et bénéficient à bien d'autres partenaires que les agriculteurs, première chose. Et deuxième chose, et c'est pour ça qu'on a converti progressivement cette politique des prix en politique d'aide directe qui a priori sont mieux ciblées sur les producteurs, a priori, sur les producteurs que le système d'aide par les prix. Alors plus globalement, à propos des deux exposés, moi ce que j'ai noté, bon, vous nous mettez l'eau à la bouche, hein, c'est sûr, mais on reste sur notre fin, ça c'est clair, y compris pour le premier exposé. Moi ce que rebondissant sur la question qu'avait posée Madame, sur la grande distribution, je voudrais en savoir plus, c'est-à-dire qu'effectivement, vous nous avez dit perdre de l'argent, ces grands distributeurs sur à peu près tout. Or, ces gens-là, on sait qu'ils sont dans les grandes fortunes de France et que le père Mulliez, fondateur d'Auchan, est allé, disons, en Belgique pour payer un peu moins d'impôts. Alors, il faudrait que là-dessus, on puisse approfondir un peu. Et puis, est-ce que, Jean-Pierre, par cette méthode, on arrive, par exemple, à comprendre un peu mieux pourquoi, par exemple, les Allemands sont aujourd'hui plus compétitifs dans un certain nombre de domaines de l'agriculture que les Français, et que depuis quelques années maintenant, le montant de leurs exportations totales agricoles et agroalimentaires ont dépassé les nôtres. Alors, bon, sur la question fondamentale, bon, ce qu'il faut comprendre là, c'est que ce n'est pas un modèle prédictif. Non, c'est du Léontief, donc ce n'est pas un modèle prédictif. C'est-à-dire que même en fait, bon, à la question de Jean-Marc, on ne peut pas répondre parce qu'il y a... pour répondre à la question, il y a des élasticités, etc. En partie. Mais là, ce n'est une méthode qui dit qu'à chaque année, tout est un coefficient fixe. Hein. Et donc, ça n'a pas de pouvoir explicatif en soi. Toi, ça te plaît, parce que au moins, on est à un rendement constant, etc. Enfin, donc, bon. Mais ça n'a pas quand même de pouvoir explicatif. Bon, ça permet quand même... Bon, on n'a pas eu le temps, mais par exemple, j'aimerais faire dans le temps, là, ça peut apporter un éclairage, de faire dans le temps, de comparer France-Allemagne. Par exemple, parce que je suis sûr qu'on raconte quand même beaucoup de conneries sur ce machin-là. Et ça, bon c'est un truc avec Philippe. Mais le problème, c'est que ça, à chaque fois, c'est du temps. Hein, parce que manier ce machin-là, bon, ça paraît très simple comme ça. Mais en fait, c'est assez difficile. Bon, Philippe, tu veux répondre sur les patrons de la grande surface qui planquent leur argent en Belgique, là? Bon, j'ai cité un rayon, encore une fois, d'une manière analytique, un petit peu artificielle, qui apparaît déficitaire. J'en ai cité deux autres, la boulangerie, la pâtisserie. Tous les autres qu'on a étudiés sont largement excédentaires. Et la moyenne, alors ça on les trouve dans les comptes du commerce, hein, de l'INSEE, le profit avant impôt moyen de la grande distribution rapporté à son chiffre d'affaires, il était en baisse ces dernières années pour les raisons que j'ai déjà expliquées, l'attaque du hard discount, la guerre des prix, Leclerc, etc. Mais il s'est longtemps situé autour de 2 à 3%, ce qui est, dans l'économie française, des taux de profit considérables. Hein. Et vous multipliez ça par des masses, etc. Ce que j'ai dit aussi, c'est que tout est affaire de périmètre, y compris dans ce qu'a dit Jean-Pierre dans mon exposé. Le périmètre dans lequel on a identifié des rayons négatifs ou des rayons positifs, c'est un périmètre qui est défini par les magasins et principalement les hypermarchés. Or, il y a une crise de l'hypermarché depuis quelques années, etc. Les centrales d'achat pour l'activité d'approvisionnement de ces hypermarchés et quelques services supports de gestion. Les foncières dont j'ai parlé, les sociétés qui gèrent le cash
aussi, ça, elles ont les mêmes actionnaires que ces groupes de distribution, mais elles ne sont pas dans mon périmètre. C'est mon périmètre, c'est une approche comptable juridique. Moi, je ne réinvente pas les secteurs, je prends les secteurs tels que les statisticiens de l'INSEE me les définissent. Une entreprise qui gère le foncier des hypermarchés, c'est comme une agence immobilière, c'est un opérateur immobilier, il n'est pas dans la grande distribution alimentaire. C'est un peu pareil en agriculture, je suis désolé, en agriculture il y a de plus en plus des montages de même nature. Vous avez des gros agriculteurs qui séparent leurs entreprises pour des raisons d'optimisation fiscale ou même d'efficacité technique tout simplement. Donc là on travaille avec du matériel statistique existant, je ne réinvente pas la statistique sectorielle. Pour ça, ces résultats-là, c'est ce que j'ai à Denis en aparté, et ce Jean-Pierre aussi, ils ont plus une valeur heuristique, de faire discuter, réfléchir, qu'une valeur effectivement de la loi de vérité absolue. J'ai tendance à dire que c'est un peu pareil pour toutes les études économiques. Dans votre conclusion, vous semblez amorcer le fait qu'il y a des limites à votre modèle. Vous venez de parler des comparaisons France-Allemagne. C'est vrai que si on approfondit les problématiques mode de production, mais surtout mode de consommation, il peut y avoir quand même des différentiels assez conséquents entre les différents pays. Oui, mais alors, le problème, c'est que, bon, si on fait la comparaison France-Allemagne, ça serait sans doute intéressant, mais on va tomber, par exemple, sur des problèmes tels que la structure de la consommation n'est pas du tout la même en Allemagne et en France, etc. Donc, encore une fois, on va tomber sur des problèmes qui ne sont pas faciles à approcher compte tenu de ce genre de truc. Là, bon, j'ai pas, mais la structure de consommation est extrêmement différente en France et en Allemagne, quoi. Donc après, bon, alors il y a la structure aussi de la distribution avec les Lidl Price là, qui en Allemagne se sont beaucoup développés et pas en France et qui tendent d'ailleurs à se casser la gueule en France d'ailleurs à l'heure actuelle. Bon, donc, mais je pense que ça donnera un éclairage sur quels sont les facteurs qui jouent sur la décomposition des dépenses alimentaires en France et en Allemagne. Mais encore une fois, ça donnera un éclairage parce qu'on ne pourra pas faire des trucs que toutes choses étant égales par ailleurs. Bon, on prend encore une question. Oui. Oui, Marc de la première section, mais c'est peut-être une question à laquelle vous pourrez répondre à la fin en conclusion. Vous avez cité, et votre prédécesseur également, une enseigne dont l'initiateur ou le fils initiateur apprenant Charles-Édouard et tire le prix vers le bas. Est-ce qu'on peut envisager la stratégie de Carrefour et de Auchan en matière de promotion de l'agriculture bio, de produits sans OGM, comme moyen de lutter contre justement cette baisse des prix? Comment est-ce que l'économiste se situe par rapport à cette stratégie, si vous pouvez avoir une réponse? Oui, non, on ne pourra pas avoir, là je peux répondre à la place de Philippe, sauf que c'est pas mon truc à moi. C'est que c'est vrai que des distributeurs peuvent essayer d'échapper à la concurrence par les prix en ayant des niches. Bon, là, il y a une bataille, par exemple, qui se fait à l'heure actuelle entre les grandes enseignes, je crois, sur la viande sans produits végétaux, là, et donc ils sont en train de monter, certaines, voilà, des antibiotiques. Ils sont, sans antibiotiques. Ils sont en train de faire des étiquetages de viande. Alors, certaines enseignes commencent à le faire, d'autres pas. Donc la concurrence
en dehors de ceux qui tirent par le bas, elle peut se faire par ce genre de truc. Bon, le problème, c'est après la généralisation, c'est-à-dire que dans 5 ou 10 ans, c'est à peu près sûr que toutes les enseignes auront des marques qui seront étiquetées sans antibiotiques. C'est-à-dire que ce sont... c'est la concurrence, quoi. Eh bien, merci Jean-Pierre Buteau, c'est très intéressant et quand même, les médias sont très injustes vis-à-vis de la grande distribution parce que, à mon avis, c'est pas eux qui font les plus gigantesques bénéfices. En fait, les rentes foncières qui sont par derrière sont probablement beaucoup plus importantes que les bénéfices de la grande distribution. Bien, mais il faut arrêter la discussion là-dessus et donc je passe la parole à l'orateur suivant qui va nous parler d'un sujet entièrement différent. Bien, je voudrais d'abord excuser Hervé Bichat qui devait faire cet exposé et qui n'est pas disponible aujourd'hui. Alors il se trouve que Hervé et moi-même avons écrit un livre qui s'appelle « La biomasse énergie d'avenir » qui a été publié l'an dernier chez Kouaé. Je vais me présenter quand même. Le président a dit l'orateur suivant, ben voilà. Je m'appelle Paul Mathis. Je suis agronome de la même promotion que Hervé Bichat, le président devrait se le rappeler. Et je suis physicien. J'ai passé ma carrière à étudier la photosynthèse. Et donc, dans cet ouvrage, on a été assez complémentaires, Hervé et moi-même, lui apportant, je dirais, sa connaissance de la forêt, sa vision à long terme, sa connaissance de la géographie, et moi apportant une approche plus scientifique, je dirais, enfin, plus fondamentalement scientifique, je dirais. Alors, ma motivation pour lancer ce livre, c'est le fait qu'il y avait en France, je dirais, un début de débat sur la transition énergétique. Et il me semblait important que l'on puisse apporter sur cette question un éclairage relativement concret, relativement coordonné, parce qu'il y a eu le débat l'an dernier et beaucoup de gens pensaient que en matière de transition énergétique, la biomasse avait un potentiel extrêmement important. Est-ce que c'est vrai ? Comment ce potentiel pourra-t-il se manifester? Voilà, alors, maintenant je continue. Comment je vais y arriver? Excusez-moi. Ah, ben c'est là, d'accord. Voilà, voilà, alors, une petite introduction pour expliquer la raison d'une transition énergétique. Vous savez qu'actuellement, à l'échelle mondiale, les combustibles fossiles représentent 81% de la consommation d'énergie. Les énergies renouvelables, 14%, le nucléaire, 5%. Les combustibles fossiles, lors de leur combustion, dégagent de façon inéluctable du CO2. CO2 qui est une des sources majeures, je dirais, du réchauffement climatique. Les énergies renouvelables et le nucléaire sont dites non carbonées, dans la mesure où leur usage n'entraîne pas de dégagement de CO2 et donc ne contribue pas au réchauffement climatique. Alors, la motivation d'une transition énergétique, qui n'est pas un objectif national, mais qui est un impératif, je dirais, mondial, c'est pour 3 raisons. La première raison, le problème essentiel, c'est le réchauffement climatique. Alors je ne vais pas détailler cet aspect, si vous voulez, hein. On pourrait le faire en d'autres occasions, mais enfin, c'est pas... Vous connaissez la question, on pourra en discuter si vous voulez. C'est un problème essentiel qui nécessite une action urgente de tous les pays, et ma foi en particulier du nôtre. Il y a un problème important, c'est l'épuisement des combustibles fossiles.
l'épuisement qui aura lieu de façon inéluctable également. On ne sait pas à quelle allure, si vous voulez. Il y a le peak oil, il y a l'équivalent pour le gaz qui se profile. Disons, ça, c'est à l'échelle de 100 ans. Il est clair qu'à l'échelle de 100 ans, les combustibles fossiles seront beaucoup moins disponibles que maintenant. Donc, il faut trouver autre chose. Et troisièmement, pour la France, le fait qu'il y a une facture d'importation de ces combustibles fossiles de environ 60 milliards d'euros annuellement. Donc là, il y a un ensemble de motivations internationales et nationales essentielles, je dirais. Et la transition énergétique, c'est ce qui devrait nous permettre de sortir de cette dépendance aux combustibles fossiles. Pour en sortir, il y a ce qu'on appelle 3 piliers. 3 piliers, c'est-à-dire 3 outils. Le premier, c'est améliorer l'efficacité énergétique, donc consommer moins d'énergie, et surtout consommer moins d'énergie dégageant du CO2. Deuxièmement, utiliser plus d'énergie non carbonée, le nucléaire et les énergies renouvelables. Alors je vais parler uniquement d'énergie renouvelable, parce que c'est dans ce contexte que se situe la biomasse. Les énergies renouvelables sont des énergies durables. Par rapport aux fossiles, elles sont durables sur une longue échelle de temps, que je ne vais pas chiffrer là, mais c'est, je dirais, en milliers d'années. Elles ont cette caractéristique d'avoir leur source dans la lumière solaire, ce qui n'est pas toujours reconnu, si vous voulez. Mais je dirais qu'à 98% de l'énergie, des énergies renouvelables, vient du soleil. Ça me permet de vous rappeler de vous dire que après l'agro, j'ai commencé ma carrière en étudiant la bioclimatologie. Donc j'étais à l'INRA et ensuite je suis passé au CEA où j'ai étudié la photosynthèse, mais mon background initial, c'est la climatologie. Alors, cette lumière solaire s'utilise par des procédés, par des biais différents, qui sont l'électricité, l'énergie éolienne, le chauffage solaire, etc., photoélectricité, et la biomasse. La biomasse est de loin la plus importante. Si l'on prend le cas de la France, voilà la distribution, les énergies renouvelables, leur origine, 19,5 mégatep, dont 12,9 de biomasse. C'est-à-dire que la biomasse représente les 2/3 des énergies renouvelables françaises, produites et consommées en France. Vous voyez que là-dedans, il y a le bois énergie, les biocarburants, les déchets urbains renouvelables, le biogaz et les résidus agricoles. Tout ça, c'est de la biomasse. Voilà, alors j'en viens maintenant à une description un peu plus précise de la biomasse. Précise, mais qui va rester quand même extrêmement générale, si vous voulez. Je présente cette diapositive souvent à des gens qui n'y connaissent rien. Donc, excusez-moi de vous la présenter quand même. Il faut leur dire d'où provient la biomasse, qu'est-ce que ça veut dire, bio et masse, etc. Alors, je leur explique que les plantes font la photosynthèse, utilisant l'énergie de la lumière, le CO2 et l'eau, et produisent une matière végétale. La matière végétale est la source de la biomasse. C'est la biomasse, je dirais. Et pour la présentation, il est très commode de la classer en 3 grandes catégories, qui sont les cultures, je ne vais pas détailler pour vous ça, la forêt et les déchets. Sachant qu'entre ces 3 catégories, il y a des relations, si vous voulez. Bien évident que les déchets que l'on va considérer sont ceux qui proviennent des cultures ou de la forêt, et que dans ce que j'appelle forêt, sur le plan de ses qualités en tant que biomasse, il y a les pailles qui s'apparentent beaucoup au bois, donc on peut les assimiler à ça. Voilà en gros la présentation de la biomasse. Alors, à quoi sert-elle ? Il y a des contestations là. Non, pardon. Si je dis des choses stupides, allez-y. La biomasse a cette caractéristique d'être utilisée
depuis extrêmement longtemps par les humains, pour des usages variés. L'alimentation étant sans doute l'usage prioritaire, mais il y a aussi les matériaux, utilisés depuis très longtemps, différents types de matériaux dans le bâtiment, dans l'outillage, l'industrie, etc. Il y a la chimie, qui n'est pas quelque chose de nouveau non plus, mais qui est appelé certainement à se développer dans ce qu'on appelle la chimie biosourcée. Et enfin, il y a l'énergie, avec deux grands postes assez bien connus, qui sont le chauffage, je dirais, et les biocarburants. Ces usages sont nombreux et portent à peu près sur la même source, sur la même biomasse. Donc il est important d'établir des priorités. Sachant que ces besoins, ces usages, ces besoins seront ou sont en augmentation. Si on examine, je ne vais pas le faire si vous voulez, mais si on examine à l'échelle mondiale l'évolution prévisible de ces usages de biomasse, on s'aperçoit que partout, il y aura des augmentations. Dans un contexte où la limitation essentielle est la surface de sol productif, et donc la productivité à la base, je dirais, de biomasse. Et je rappelle une exigence fondamentale qui est souvent oubliée par ceux qui prônent, je dirais, un usage massif de biomasse, c'est de maintenir la fertilité des sols. On ne peut pas puiser dans les sols à tour de bras sans retourner une bonne partie de ce qu'on a puisé de façon à maintenir la fertilité à long terme. Donc, l'énergie fait partie de cet ensemble, mais la biomasse n'est pas d'abord l'énergie. Alors je dis ça parce que pour vous c'est évident, mais pour le grand public et pour les gens qui travaillent dans le contexte de transition énergétique, pour eux la biomasse c'est l'énergie. En fait c'est un des usages et c'est à la limite c'est l'usage final qui détruit la biomasse. Une fois qu'on l'a utilisée comme source d'énergie, on n'en a plus. Alors qu'une bonne partie des autres usages la conserve les molécules qui la composent. Alors, permettez-moi de vous rappeler ceci, c'est que lorsqu'on utilise de la biomasse, le bilan CO2 est nul. Vous le savez sans doute, mais il n'est pas mauvais de le rappeler. Lorsqu'on produit de la biomasse par photosynthèse, on capte du CO2, et lorsqu'on utilise de la biomasse par combustion, finalement ce sera toujours de la combustion, on dégage du CO2, on en dégage la même quantité. Et le bilan, c'est que de l'énergie, celle de la lumière, a été convertie en une autre énergie, de la chaleur, qui sera utilisable par l'ingénieur, par les humains. Alors, est-ce que c'est quand même une énergie renouvelable? Oui, d'après ce que j'ai dit avant, mais il y a des cas où le caractère renouvelable n'est pas évident, des cas où il n'est pas renouvelable. Des cas où le bois, par exemple, est coupé plus vite qu'il ne pousse. Vous connaissez la situation dans de nombreuses régions du tiers-monde où on consomme du bois pour la cuisson généralement plus vite qu'il ne va pousser. Et des déforestations de grande ampleur ont eu lieu ou ont encore lieu pour produire des cultures vivrières ou énergétiques, pour avoir du bois d'industrie, comme on l'a utilisé en France et en Grande-Bretagne au XIXe siècle. Actuellement, il y a en France un fonds chaleur, biomasse, qui, à mon avis, peut être source de déforestation parce qu'il risque de faire un usage excessif de biomasse. Et troisième catégorie de cas où elle n'est pas renouvelable, c'est lorsqu'il y a épuisement ou dégradation des sols. Alors, je voudrais aborder maintenant rapidement une question particulière. Convient-il, est-il intéressant d'utiliser de la biomasse pour produire de l'électricité? D'abord, voyons un petit peu l'objectif. L'objectif, c'est de faire la transition énergétique, donc de remplacer les combustibles fossiles. Quand on regarde le cas de la France, les combustibles fossiles, on regarde en termes de CO2 émis, 75% proviennent des postes qui sont des postes chaleur et carburant, dans le résidentiel tertiaire, l'industrie et les transports. Ce sont donc les postes essentiels.
Si on veut faire la transition énergétique, c'est là qu'il faut faire porter l'accent. Malgré tout, il y a d'autres postes. Production d'électricité, 13,8%, pétrochimie, cimenterie, agriculture, le reste. Voilà. Alors, si on utilise la biomasse pour produire de l'électricité, certes, on peut peut-être diminuer un petit peu nos émissions de CO2, mais faiblement. Vous voyez que de toute façon, ce poste est tout à fait mineur dans nos émissions de CO2. Alors, les bonnes façons d'utiliser la biomasse pour la transition énergétique, d'abord, on peut la brûler pour avoir la chaleur pour le chauffage, cuisson, chaleur industrielle, produire des biocarburants, éthanol, etc. Un petit mot quand même pour le biométhane, dont on parle assez peu. Il est possible qu'à terme, le biocarburant d'avenir le plus important sera le biométhane, qui pourrait être obtenu par gazéification de biomasse sèche, de bois en particulier. Enfin là, c'est un domaine où il y a beaucoup d'évolutions possibles. On peut remplacer le pétrole utilisé en pétrochimie, c'est la chimie biosourcée. Remplacer des matériaux, ça c'est extrêmement important. Le béton, l'acier, l'aluminium utilisent énormément d'énergie qui conduit à des dégagements de CO2. Les remplacer par du bois est extrêmement positif en termes de bilan CO2. Je mets en bas le stockage durable de carbone, parce que si vous conservez du bois sous forme de bois d'œuvre, de forêt ou dans les sols, vous avez un stockage à long terme qui est extrêmement important. Juste au-dessus, j'ai mis « on produit de l'électricité et de la chaleur ». Il est des cas où la production d'électricité à partir de biomasse est tout à fait justifiée. Voilà le cas de la canne à sucre, de l'utilisation de la bagasse de canne à sucre. Cette bagasse peut être brûlée dans l'usine, dans la sucrerie, et là, elle va donner de la chaleur et de l'électricité qui seront utilisées très efficacement localement. Donc là, c'est un cas où il est à mon avis, si vous voulez, tout à fait justifié de produire de l'électricité. Parce que la chaleur associée à la production d'électricité sera utilisée pleinement. Maintenant, je vais examiner deux cas dont on parle. Le premier, on en parle pas mal actuellement, mais ils correspondent à une incitation et à des projets extrêmement importants d'utilisation de biomasse, essentiellement de bois, pour produire de l'électricité en grosse quantité. Alors, j'analyse un petit peu celui de la centrale électrique de Gardanne, centrale de la société allemande E.ON, qui envisage de remplacer 40 kilotèpes de charbon par 40 kilotèpes de bois. Voilà. Vous savez qu'à Gardanne, il y avait des mines de charbon et les usines là-bas utilisaient essentiellement le charbon, mais maintenant il y a une incitation à utiliser le bois. Alors, si vous considérez... Bon, voilà, j'essaie de voir comment une telle centrale pourrait être approvisionnée en bois. Et j'imagine que la forêt productive couvre 33% de la zone de production. Il y a des forestiers sans doute ici. On va dire qu'en France, la moyenne est en dessous de ça, mais on va dire 33%. Qu'elle produit 2 TEP par hectare et par an, et on va en utiliser 50%. 50% pour le bois de chauffage, c'est beaucoup si vous voulez. Mais enfin bon, je me place dans cette hypothèse relativement optimiste. À ce moment-là, ça montre que pour répondre aux besoins de la centrale électrique de Gardanne, il faut 600 000 hectares. C'est-à-dire la taille d'un département français moyen, et beaucoup plus que le département des Bouches-du-Rhône. Donc, en fait, l'approvisionnement en bois de la centrale de Gardanne nécessiterait de prélever le bois dans une région qui couvre 3 ou 4 départements, si vous voulez, voisins des Bouches-du-Rhône, avec ce qu'on appelle l'assèchement de la ressource, c'est-à-dire l'essentiel de la production de bois de cette région sera utilisé par cette centrale.
transport massif, et en fait, ils n'y arriveront pas. Ils envisagent que la moitié du bois provienne des USA. Alors, vous voyez, la pub qui est faite souvent, le bois énergie, votre énergie locale et renouvelable, ben, ma foi, dans le cas particulier, ce n'est ni local ni renouvelable. Je cite un deuxième exemple, et après j'aurai terminé. Toujours le remplacement d'une centrale existante par une centrale au bois. Je suis allé faire un exposé donc à Douai là, récemment, et je me suis dit, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui se passerait à Gravelines, où il y a 6 réacteurs nucléaires dans la centrale. Ces 6 réacteurs, ensemble, produisent de quoi satisfaire les besoins en électricité du Nord-Pas-de-Calais. Mais un seul réacteur produit par an 531 kilotep d'électricité. Alors maintenant, vous regardez la surface du Nord-Pas-de-Calais, la surface des terres agricoles, cultivées ou non, et des forêts. J'imagine encore qu'un hectare de forêt donne 2 tep de bois. Et j'imagine qu'on plante tout ça en bois et qu'on récolte tout le bois, et qu'on produit de l'électricité avec un rendement de 40%, qui est à peu près le rendement. On obtient de cette façon 0,8 kiloptètes d'électricité par millier d'hectares, ce qui montre que pour remplacer un seul réacteur de Gravelines, un seul parmi les 6, il faudrait utiliser 571 000 hectares, c'est-à-dire 56% de la superficie de la région Nord-Pas-de-Calais. Je ne parle plus d'un département maintenant, d'une région, et avec un usage massif de tous les sols et de pratiquement tout le bois pour faire utiliser ce bois pour faire de l'électricité. Voilà. Donc, ma foi, ma conclusion, c'est que le bois n'a pas sa place dans la transition énergétique en tant que producteur, source d'électricité. Par contre, il a sa place pour d'autres usages qui sont chaleur, carburant, chimie, matériaux, plus ce rôle essentiel qu'est le stockage de carbone, comme puits de carbone, bois d'œuvre, bois sur pied, biomasse du sol. Voilà, je vous remercie. Ah, merci. Bon, nous sommes dans les temps. Je suis un peu surpris parce que il me semble qu'il y a quelques années, nous avions eu un groupe de discussion, un groupe de travail de cette académie, et nous étions arrivés à peu près aux mêmes conclusions. Apparemment, les conclusions, c'était sous la direction de Michel Girard. Et apparemment, les conclusions n'ont pas été assez diffusées. Mais je laisse la parole je vous laisse la parole. On a été dans le même labo pas mal de temps. Donc je reconnais la marque de la précision de Paul Matisse et d'ailleurs de la recherche du CEA pour faire une petite pub en passant. Vous ne trouverez pas un chiffre faux dans son exposé, ça c'est très clair. Non, simplement pour dire qu'effectivement l'option électricité n'est pas possible, mais on peut peut-être renverser la proposition, c'est-à-dire l'option électricité dans des pays avec un gros réseau électrique et qui part donc de concentration de la production d'énergie, et on envisage même la fusion contrôlée, donc personne ne saura comment on sortira l'énergie de ce point de production, tellement ce sera intense. Donc on a un modèle très bien adapté, je pense, à notre pays de production concentrée d'électricité dans lequel la biomasse n'a pas son rôle à jouer, mais on doit pouvoir, peut-être tu peux certainement le commenter, imaginer des solutions autres que celles de la France dans des pays où on peut imaginer des réseaux plus locaux, plus dilués, voire même en France, dans certains coins, je pense bien sûr, je pense toujours à soi, le mien où il y a des marais, bon c'est pas tout à fait de la paille, c'est pas tout à fait du bois, mais qu'on pourrait transformer utilement en biomasse, non pas fatalement chaleur, mais peut-être gaz ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un mot pour qu'on n'ait pas l'impression que toute l'électricité, qu'il ne peut y avoir que de la chaleur pure et simple? Oui, effectivement, il y a la chaleur, mais dans les cas que tu cites, effectivement, la chaleur est très importante. Si on prend les cas des pays du tiers-monde,
leur besoin numéro un, c'est quand même la chaleur, essentiellement pour la cuisson. Maintenant, le besoin numéro 2, ce sont les carburants. Parce qu'il y a beaucoup de pays où des carburants locaux pourraient permettre quand même une faciliter, alléger énormément le travail des humains en utilisant des machines agricoles. Alors maintenant, sur le plan de la production d'électricité, il y a des cas, je suis assez d'accord qu'il y a des cas où c'est envisageable. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cité, j'étais un peu rapide, celui de la bagasse brésilienne. C'est-à-dire qu'il y a des cas, comme vous savez, si on brûle quelque chose, on fait de la chaleur, et cette chaleur sert à chauffer de l'eau, à faire de la vapeur et faire de l'électricité. Alors le rendement d'électricité est d'environ 40%. Il y a 60% qui sont de la chaleur. Alors évidemment, si ces 60% de chaleur sont utilisés efficacement, voilà, ça c'est une situation intéressante. Et ça, il y a pas mal de niches qui correspondent à ça. J'ai cité la bagasse, mais il y a aussi les papeteries. Il y a pas mal de cas dans les industries agricoles et alimentaires. Il y a même des utilisations locales de biométhane, si vous voulez. Alors je dis que... Et il y a l'incinération des ordures ménagères. Pourvu que la chaleur soit utilisée efficacement, ça semble valable. Alors maintenant, s'il n'y a pas de réseau d'électricité, en général, ça correspondra à des cas où d'autres énergies renouvelables seront utilisables, le photovoltaïque, l'éolien, etc. La biomasse ne me semblera pas généralement, la source la plus appropriée. Je vais vous contredire, mais ça ne changera pas votre conclusion quand même. Mais je vais vous contredire sur un point particulier, c'est le dossier E.ON dont vous avez parlé. Parce qu'en fait, je crois que vous n'avez pas tous les éléments. Il se trouve que je connais assez bien ce dossier. Sur la totalité de leur consommation, quel chiffre que vous avez donné? Il y en a environ 10% qui resteront déjà en énergie fossile parce que la machine est ainsi faite. Il y en a, de mémoire, à peu près 30% qui viendraient de l'utilisation, c'est-à-dire du brûlage, de tous les arrachages de fruitiers qu'il y a dans la région. Il y a des volumes considérables, c'est chaque année qui partent comme ça, plus tout ce qui proviendrait également des opérations de débroussaillage anti-incendie qui ne sont pas faites aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de débouché. Comme il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de revenus. Comme il n'y a pas de revenus, les gens ne payent pas. Donc ça fait une sortie déjà pour ces produits. Ensuite, il y a, je crois, un petit 10% qui viendrait tout bêtement du recyclage, du bois récupéré dans les déchetteries. Et ce recyclage aujourd'hui est au pire enfoui dans les décharges ou brûlé à l'air libre, il ne faut pas se le cacher, au mieux exporté vers l'Italie pour les industries de panneaux, mais ça fait des transports sur plusieurs centaines de kilomètres. Ce qui reste pour le bois est quand même important, et ils ont prévu effectivement faire de l'importation, mais durant une phase limitée, dans une phase de transition, non pas de manière pérenne. Et il y a dans la région, Provence-Côte d'Azur, au sens large, une masse de bois sauvage qui est totalement inutilisée parce qu'il n'y a pas d'utilisateur. Le seul consommateur industriel dans la région, c'est l'usine de Tarascon. Tarascon a des besoins en bois très spécifiques. C'est du rondin de 2 mètres en résineux uniquement. Donc tout le reste n'a pas d'utilisation. Donc ce projet, si on met tout ça bout à bout, on s'aperçoit qu'en fait, la consommation, bien qu'elle paraisse astronomique, peut très bien coller avec la capacité de production de la région. Leur interrogation, et ça je ne peux pas y répondre, c'est est-ce que économiquement, sur le long terme, la récolte de tout ce bois est faisable? Mais en revanche, il ne faut pas voir ça comme un épouvantail qui va détruire la raison. Ça peut être une excellente opportunité parce que ça permettrait de renouveler des forêts qui aujourd'hui ne sont pas entretenues parce qu'il n'y a pas d'utilisation pour ce bois. Il y a une possibilité. Donc il ne faut pas être totalement négatif. Néanmoins, la conclusion que vous arrivez, c'est brûler du bois pour faire strictement de l'électricité. Effectivement, ça c'est très questionnable. D'accord. Donc en fait, ce que vous avez dit, je suis d'accord, mais c'est ce que j'appelle l'assèchement des ressources. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de ressources qui sont convoitées, je dirais, qui pourraient être utilisées par beaucoup d'utilisateurs. Et là, éventuellement, un utilisateur va utiliser pratiquement l'ensemble de la ressource. Effectivement, dans un premier temps, ça semble positif. Effectivement, donc là, on dit c'est disponible, mais en fait, il y a beaucoup de demandeurs. On compte beaucoup. Il y a une incitation aux chaufferies bois
pour des industries agricoles, pour d'autres industries, pour des équipements collectifs, etc. Donc en fait, ces autres utilisateurs pourraient utiliser cette même ressource qui sera utilisée éventuellement par E.ON. Donc en fait, quand on parle d'assèchement de la ressource, c'est bien ça, finalement, une grosse installation utilisant pratiquement tout. Voilà. Voilà. Bon, alors j'ai encore trois demandes de parole. Saugier, Émile Chaunet et Foulon. Donc Bernard Saugier d'abord, voilà. Moi merci pour l'exposé et puis les conclusions que je partage. C'est effectivement le bois, je trouve qu'il est trop précieux pour être juste brûlé, pour faire de l'électricité. Et donc il y a d'autres manières de le valoriser. Vous n'avez pas parlé de possibilité de faire de la biomasse avec des algues, enfin faire directement des carburants, disons, avec des algues, qui est quand même un des procédés que les gens essayent de travailler aujourd'hui, avec des succès pas encore extraordinaires, mais enfin c'est une voie de recherche. Et puis d'autre part, concernant la photosynthèse artificielle, c'est-à-dire l'idée de détourner finalement des processus de photosynthèse pour faire autre chose que de la biomasse, mais directement soit de l'hydrogène, soit une pile. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus ? Pas plus qu'un mot, parce qu'en fait, si vous voulez, si on veut examiner, je dirais, tout ce qui est potentiel, les secteurs de recherche, il y en a beaucoup, effectivement. Moi, je pense que là-dedans, il y a beaucoup de choses. Par exemple, tous les biocarburants, il y a beaucoup de choses qui seront à étudier. Quel sera le futur des biocarburants ? Est-ce que ce sera les liquides ? Est-ce que ce sera par les filières agroalimentaires, je dirais, actuelles ? Ou est-ce que ce sera à partir de l'ignocellulose ? On ne sait pas. Est-ce que ce sera du gaz ? Je ne sais pas non plus. Alors effectivement, vous faites allusion à des choses qui sont encore plus lointaines. Hélas, je connais un peu la question, mais il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Pour le moment, il n'y a pas d'indication de succès, si vous voulez. Guy Paillotin a rappelé qu'on avait été ensemble au CEA et à la fin des années 70, on a suivi de près ce qui se faisait à Cadarache pour la production d'algues dans une optique d'utilisation d'énergie solaire, et il est apparu que ces algues étaient certes utiles, seraient utiles, mais plutôt pour des produits à ce qu'on appelle à haute valeur ajoutée. Et bon, je crains qu'il n'en soit de même pour les algues dont on parle actuellement. De grands projets dont on a nous en a parlé dans la presse sont rentables à cause des oméga 3 et des cosmétiques, si vous voulez. Bon, enfin, c'est pas pour dénigrer à long terme, mais ça veut dire qu'actuellement, au stade de la recherche, voilà où on en est, quoi. Et quant à ce qui est encore plus artificiel, ce sont des objets de recherche. Et là, il faut y aller, quoi. Il faut faire la recherche. Émile Chaunet avait demandé la parole. Oui, Émile Chaunet. Si vous le permettez, et respectueusement, je dirais que cet exposé est éminemment simplificateur, voire simpliste. C'est exactement les termes dans lesquels, il y a 25 ans, exactement, on se lançait dans les biocarburants, expliquant que la plante absorbait le CO2 et la combustion allait renvoyer le CO2. Le problème, c'est que depuis 25 ans, on parle d'analyse de cycle de vie et on mesure tout ça. Un seul exemple que le président Lula a utilisé avec beaucoup d'humour à la conférence de Rome, c'est l'éthanol. L'éthanol, quand vous faites l'analyse de son cycle de vie de la canne à sucre ou celui du cycle de vie de grains ou de maïs, ça n'a strictement rien à voir, ni en termes de bilan CO2, ni en termes de bilan énergétique. Donc, s'il vous plaît, maintenant, il faut, cas par cas, projet par projet, faire l'analyse quantifiée du cycle de vie. Ça, c'est indispensable aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Un mot encore avec vous. Sur les algues. On oublie que les micro-algues productrices de biocarburants, elles utiliseront de la lumière. Et probablement qu'elles demanderont de l'énergie pour produire cette lumière localement. Écoutez, je vous remercie. Je suis assez d'accord avec vous. Les ACV, c'est indispensable. Et je vous invite à lire et à consulter notre livre. On en parle beaucoup. Malgré tout, si vous voulez,
la biomasse, c'est quand même quelque chose d'utile. Et je ne dis pas que le bilan énergétique et le bilan CO2 sont à 100% bons, mais si vous regardez par exemple la production de chaleur, ma foi, le bilan énergétique et le bilan CO2 sont très bons. Pour les carburants, c'est variable, mais je ne vous m'ai pas demandé un exposé là-dessus. Je suis à votre disposition pour en parler. J'ai fait un autre livre là-dessus. Pour la chimie, demandez à d'autres que moi, mais voilà, excusez-moi. Je voudrais bien avoir votre avis concernant la méthanisation, parce qu'il se trouve que je travaille à titre bénévole pour un ingénieur des mines qui a un process concernant la méthanisation sélective. Il sépare les liquides des solides. Mis à part l'énergie tant convoitée, il y a peut-être une autre méthode de calcul, à savoir que ça économise l'eau, les engrais, la biomasse, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, parce qu'on avait prévu 1000 méthaniseurs, et puis je crains que l'objectif ne soit pas atteint dans les prochaines années. Je voudrais avoir votre avis de spécialiste. Mon avis, c'est que la méthanisation est une excellente façon de dépolluer. C'est-à-dire utiliser des déchets. Les déchets, on peut les utiliser de différentes façons. Quand vous êtes dans une sucrerie, hein, vous le brûlez, etc. Vous pouvez aussi, qu'est-ce que je voulais dire, les méthaniser. Bon, ou bien le déchet est sec, le mieux c'est de le brûler et bien utiliser la chaleur, ou bien il est humide et vous pouvez faire du méthane. Bon, ça c'est les déchets. Maintenant, il faut bien voir que ce qu'on appelle le gisement de déchets, il est limité, si vous voulez, hein, parce qu'on tend à les diminuer, et les déchets agricoles, vous savez qu'il faut les retourner au sol pour préserver celui-ci. Alors par contre, il y avait en Allemagne, effectivement, l'utilisation de biomasse énergétique cultivée explicitement, expressément, pour faire du biométhane. Et ça, vous savez sans doute que l'Allemagne est en train de faire marche arrière, parce que ça marche à condition de subventionner assez fort, mais à ce moment-là, il faut faire, comme dit monsieur, une ACV et voir le coût énergétique de production de culture de maïs, le coût énergétique de production de biométhane à partir de maïs et de lisier, etc. Et là, vous voyez que le bilan n'est pas énorme. Donc, moi, mon sentiment, c'est oui, je dirais à 100% à ces valorisations de déchets. Pour le reste, voyons les choses de près. Oui. Attendez voir, de quelle pollution vous parlez là? Non. Vous pouvez polluer en cultivant du maïs, en cultivant du colza, etc. Là, vous parlez du lisier peut-être. Pour le lisier, pour moi, la solution, c'est d'avoir, comment dire, non pas une ségrégation presque complète de l'élevage et de la production végétale, mais en fait, s'il y avait une association plus étroite, plus courante entre la production de céréales et l'élevage, il n'y aurait pas de problème de lisier, à mon avis. Le biométhane n'est pas une solution pour le lisier, dans la mesure où l'azote et le phosphore ne sont pas éliminés quand vous faites du méthane. Vous éliminez le carbone que vous allez utiliser pour brûler. Mais le phosphore et l'azote, ils sont toujours là. Donc vous ne résolvez pas le problème. Alors, une dernière question et on s'arrête. À moins que si personne ne pose de questions, on va s'arrêter.